Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire présenté aujourd'hui par notre camarade Joris Zana. Joris nous fera le plaisir aujourd'hui dans ces moments un petit peu compliqués de nous faire une présentation en lien justement avec la crise actuelle sanitaire et la crise économique à venir. Vous aurez également des aperçus sur les indices de volatilité notamment, puisque vous le savez tous, les marchés ont été énormément affectés par cette crise sanitaire et économique à venir. Donc, merci encore à tous et à tous d'être là. Je vais commencer par une très courte présentation du groupe IG et de IG Bank en particulier, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, je transmettrai le micro à notre camarade Joris en direct de Paris, qui vous fera cette petite présentation à la fin de laquelle on pourra revoir quelques questions si vous avez. Mais n'hésitez surtout pas à utiliser le chat en cours de présentation pour envoyer vos questions et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure si l'intérêt y est. Donc, merci encore à tous et je vais commencer tout de suite par les traditionnels disclaimers au sujet des risques de trading sur le CFD. Hein, vous connaissez ces produits. Voilà, donc la loi nous oblige à vous présenter donc ce petit disclaimer au sujet des risques de trading CFD. Concernant donc IG, vous savez que nous sommes entrés en Suisse donc maintenant depuis 2014. Le groupe lui-même IG a 45 années d'expérience avec une présence aujourd'hui dans 14 pays et à peu près 195 000 clients actifs dans le monde. Donc IG Bank en Suisse, comme je vous le disais, créé en 2014, on a la licence bancaire, ce qui implique le fait que nous soyons régulés par la FINMA, et on a également ouvert un autre bureau à Zurich dans la foulée sur la fameuse Paradeplatz. Si vous êtes de passage à Genève ou à Zurich, n'hésitez pas à venir nous voir quand le confinement aura pris fin, j'espère rapidement. Avec IG Bank, je vous rappelle que c'est plus de 16 000 valeurs disponibles, accessibles sur plusieurs types de plateformes, notre propre technologie, mais également MT4 ou ProRealTime. Aujourd'hui, on a des outils qui sont suffisamment performants et qui font de nous le numéro 1 de trading sur les CFD, notamment pour le service, la formation, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Je rappelle que sur notre site internet, vous avez une plateforme éducative qui s'appelle IG Academy, comme vous pouvez voir en bas à droite. On met un fort accent sur l'éducation, la formation, donc c'est très important pour nous que nos clients puissent s'éduquer, s'entraîner, se former de manière indépendante, autonome, puisque c'est évidemment l'intérêt de ce type de plateforme et du type de service que nous proposons. À côté de ça, vous avez effectivement chez IG Bank l'excellence d'une banque suisse. Comme je vous le disais, nous sommes régulés par la FINMA, ce qui fait de nous voilà une banque à part entière. Même si on ne vous propose pas des services de banque commerciale traditionnelle, on a ce statut de banque suisse. Je vais continuer par nos différentes adresses, que ce soit physiques et réseaux sociaux, puisqu'il est très important que nous ayons un contact avec notre clientèle et je vous invite tout à fait à faire un screenshot de cette image ou de promote des différentes adresses que nous vous avons mis ici. Donc, notre adresse principale à Genève, 42 rue du Rhône. Les numéros de téléphone qui se sont inscrits ici pour la ligne en français. Et puis, évidemment, tous les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, où vous retrouverez évidemment toutes nos activités, mais également les mises à jour, les annonces de marché. Donc, n'hésitez pas, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre votre banque, votre IG Bank, votre plateforme de trading.
Je ne vais pas vous retenir très longtemps. J'en aurais terminé avec cette présentation et je vais maintenant passer la parole à notre camarade Joris qui va donc vous parler de la volatilité des marchés en crise. À toi, Joris. Merci Harold pour cette présentation. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette période un peu compliquée de confinement, mais je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter justement un webinaire sur d'actualité, trader en 2020 avec la crise du coronavirus et de la volatilité. Donc, avant ça, je vais vous partager mon écran. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très ravi de vous présenter ce webinaire sur trader en 2020 avec la crise du coronavirus et la volatilité. Au sommaire de ce webinaire, nous allons bien sûr étudier la volatilité avec le VIX, l'indice Fear and Greed. En deuxième partie, on va essayer d'étudier, de décrypter la crise actuelle avec la psychologie de l'investisseur, comment se construit une bulle, quels sont les biais cognitifs qu'on retrouve chez les investisseurs, mais aussi chez les particuliers. Bien sûr, avec cette forte volatilité, il est nécessaire d'adapter son money management. Et pour mettre un peu la théorie face à la pratique, je vous ai concocté quelques graphiques techniques, que ce soit sur des actifs où on a eu une volatilité assez impressionnante. Je pense au pétrole, je pense au gold, et je vous ai aussi préparé des graphiques sur l'indice suisse et sur l'euro CHF. Et enfin, bien sûr, on terminera avec des questions-réponses si vous souhaitez approfondir le sujet. Alors pour commencer, il faut définir ce qu'est la volatilité. Qu'est-ce que la volatilité? La volatilité, elle se caractérise par l'ampleur des variations boursières. Donc l'ampleur d'une séance, on va parler de hausse et de baisse durant la séance. Ces variations vont créer ce qu'on appelle de la volatilité. Elle apparaît dans des phases généralement où il y a de la tension sur les marchés, où les investisseurs sont assez nerveux et où il y a de l'incertitude, ce qui fait que cela crée de la hausse de la volatilité. La volatilité peut être forte à la hausse comme à la baisse. Enfin, cette volatilité est mesurée par l'indice VIX. Le VIX, c'est le diminutif de Chicago Bourne Option Exchange Volatility Index. Donc en fait, il s'agit d'un instrument de mesure utilisé pour suivre la volatilité de l'indice S&P 500. Et c'est l'indice de volatilité le plus connu sur le marché. Comment on va utiliser cet outil maintenant, cet indice? Eh bien, en général, inférieur à 20, on considère que le marché est plutôt stable, qu'il évolue dans un climat de confiance, qu'on est dans une période d'appétit pour le risque. Entre 20 et 30, il commence à avoir un peu de tension sur le marché, il peut avoir un peu des incertitudes, comme on a pu avoir avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça crée un peu des tensions, des incertitudes à venir, mais rien de trop grave encore. Et au-dessus de 30, par contre, là, on est vraiment dans une phase de forte volatilité, avec souvent soit un risque de crise ou de chute importante des cours. Et donc, pour faire un parallèle avec ce que je viens d'expliquer, ici, on a justement le VIX. Et sur ce graphique, vous pouvez voir en fait que on a atteint un niveau record. Le coronavirus, l'impact, donc le catalyseur qui était le coronavirus sur les marchés, a créé un mouvement de panique sur les marchés, ce qui fait qu'on a eu une hausse extraordinaire du VIX et on a même inscrit de nouveaux records. Pour vous dire, ici c'était durant la crise des subprimes durant 2008-2009. On était, pour vous dire à quel point, si on fait un parallèle une nouvelle fois, pour vous dire à quel point les marchés étaient stressés, ici étaient extrêmement nerveux, surtout avec la chute de Lehman Brothers.
Et de nouveau, on a recréé ce même schéma avec cette fois-ci le Covid-19. On avait eu par le passé des hausses de volatilité avec la crise de la zone euro en 2015, mais vous voyez qu'on était encore sous les 30. Et c'est plus dans les phases comme en 2000 avec la crise des dot-com, 2008 et actuellement avec la crise actuelle en 2020 du Covid, eh bien, ça crée de nouveau des tensions, de l'incertitude. Et comme vous le savez, eh bien, les marchés détestent ce manque de visibilité à long terme, surtout qu'aujourd'hui, on nous parle bien sûr de récession historique. La plupart des pays dans le monde entier sont rentrés en récession, puisque le PIB qui est tombé actuellement au premier trimestre, et on constate une contraction du PIB, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro. Donc, personne n'est épargné par cette crise du Covid-19, ce qui plonge l'économie, en fait, l'économie mondiale, dans une profonde récession, et certains comparent même ce qui se passe actuellement à la crise de 29, période de grande dépression boursière sur les marchés. Actuellement, où en sommes-nous sur le VIX? Eh bien là, on voit que le VIX se dégonfle quand même. Effectivement, on a fait un top de marché durant la dégringolade et on a atteint, voilà, c'était un véritable couteau qui tombait. Une fois que le couteau s'est planté, qu'on a eu un peu les banques centrales qui sont sorties du bois, qu'on commençait à rassurer les investisseurs et les marchés, le VIX s'est dégonflé. Il retombe. On peut le voir un peu partout, hein, sur les indices, le DAX, le CAC, le SMI, le Dow Jones, le Nasdaq. On est pour le moment dans un rebond technique assez puissant. Sur les indices américains, on a quand même retracé 61% de la baisse, quasiment, un peu moins sur le CAC et un peu moins sur le DAX. De ce fait, la tension retombe, mais le risque, lui, est toujours là. Vous voyez qu'on est quand même au-dessus de 30, comme je vous le disais. Là, on est sur un niveau de support d'un point de vue du VIX. Et on est actuellement environ 31, 33. On tricote depuis quelques séances ce niveau. Alors certes, le stress est retombé, mais les incertitudes sont encore là. Hein, c'est pas demain, même si on va bientôt sortir du confinement, l'activité économique va reprendre son chemin, mais c'est pas pour autant que ça va repartir tout de suite dans l'immédiat et que les personnes, comme vous le savez, aux États-Unis, actuellement, il y a quand même plus de 20 millions de chômeurs. C'est pas dit que toutes ces personnes, du jour au lendemain, vont retrouver leur emploi. De ce fait, le VIX montre à quel point il y a encore des grandes zones d'incertitude et le marché n'est pas prêt dans l'immédiat à retourner sous un VIX, passer sous 20 ou sous 10. Une autre méthode, un outil qui n'est pas forcément connu des particuliers, ça va être comment on peut mesurer le VIX. Eh bien, on a un deuxième indicateur. Je vous invite à aller le consulter sur le site de CNN Money. C'est l'indice Fear and Greed. Et en fait, on a comparé, du moins, on a trouvé que cet indice, ça reflète la peur et la cupidité des investisseurs. Donc là, je vous ai mis deux exemples pour vous montrer en fait à quel point, si vous voulez, on est passé d'un stade à un autre. Là, c'était le 2 janvier. Donc, on était sur un indice ou extreme greed, donc euphorie totale. En général, on parle d'euphorie. Donc là, ici, au 2 janvier, même jusqu'à mi-janvier, on était à 95, 96, 97. Il me semble qu'on est même allé à 98. C'était vraiment l'euphorie totale sur les marchés. Le Dow Jones inscrivait des nouveaux records historiques tous les jours. Le Nasdaq, il était à des niveaux stratosphériques. Et on enchaînait les séances, tout allait bien, alors qu'on savait déjà mi-janvier, début janvier, qu'il y avait potentiellement à Wuhan le virus qui commençait à impacter, on le savait. Mais les marchés, souvent, avancent avec des œillères et n'avaient pas envie d'anticiper, du moins, l'impact possible, puisqu'on avait comme exemple le SRAS qu'on avait vécu en 2003, mais là, on ne s'attendait pas à ce que l'économie tombe à l'arrêt. Ça, c'était pas prévu par les marchés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse des périodes de confinement dans les pays et que même en temps de guerre, les pays tournaient. Là, actuellement, en Italie, en France, aux États-Unis, New York, les États, les pays sont actuellement même complètement à l'arrêt. Donc, on va avoir une reprise, mais on ignorait tous ces signaux, alors que
la Chine avait commencé à avertir en disant on va quand même mettre la ville de Wuhan en quarantaine parce qu'on ne veut pas que le virus se propage. Mais les marchés, pour le moment, n'avaient pas envie de voir ces signaux-là. Donc, on était dans une phase d'euphorie. Et pour vous montrer à quel point, en l'espace, ici c'était le 2 janvier et là c'était le 12 mars, les marchés ont commencé à dégringoler avant le 12 mars, là c'était quasiment presque le point bas, on est passé d'une euphorie totale à une peur extrême. Donc voilà comment on peut aussi mesurer, si vous voulez, cette peur et cette volatilité. Ici, le VIX était complètement endormi, on était en dessous de 10, et là le VIX est passé à quasiment 80-85 sur de nouveaux plus hauts historiques. Et c'est ces éléments-là qui vont driver les marchés en fait. C'est important de tous les jours, vous pouvez consulter cet indicateur et savoir un peu, ça va vous permettre de prendre la température des marchés, savoir qu'est-ce qu'attend le marché, où le marché se situe actuellement et quelles sont les émotions qui pilotent les investisseurs. Et Warren Buffett a souvent dit, voilà, il vaut mieux vendre, du moins être craintif quand les gens sont euphoriques et commencer au contraire à faire le plein quand tout le monde a peur. Ensuite, bien sûr, il faut trouver le bon point d'entrée. Est-ce qu'actuellement sur les marchés, on a un bon point d'entrée et est-ce que le point bas a été fait à long terme? Ça, c'est encore une autre question. On va essayer de déterminer aussi ça plus tard dans ce webinaire. Mais en tout cas, dans un premier temps, cet indicateur, voilà, permet de prendre la température et de situer le VIX, de savoir d'un côté l'indicateur de la peur, enfin du moins le VIX, on est au niveau de la volatilité, et le Fear and Greed, c'est la psychologie des investisseurs. Et c'est très important de connaître la psychologie des investisseurs, surtout dans un marché en plein crack. Ici, justement, c'est un graphique qui résume comment se passe un crack boursier, en général une crise. En 2000 et en 2008, le schéma était exactement le même. Donc, ça va être la construction et les différentes étapes d'une bulle. Et comme je vous le disais, ici, on est en euphorie. Donc, si je reprends la slide précédente, extreme greed, donc phase d'euphorie. Vous voyez? Ça montre à quel point les marchés, voilà, étaient inarrêtables. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On enchaînait les séances de hausse tous les jours. Donc, phase d'euphorie. Ici, donc phase d'euphorie, on avait du grand public qui rentrait sur les marchés. On a eu typiquement le cas, pour celles et ceux qui connaissent, l'introduction en bourse de la FDJ. Tous les particuliers se sont rués sur l'étude de FDJ parce qu'ils pensaient faire un excellent coup, mais même si je ne dis pas que c'est une valeur qui n'est pas solide. Mais bizarrement, cette valeur s'est introduite en bourse dans une fin de cycle. Vous voyez, donc déjà, ça met des signaux, des puces à l'oreille. On avait aux États-Unis des traders, du moins traders, c'est un grand mot, mais des particuliers, des jeunes étudiants qui s'initiaient au trading et vous savez sûrement qu'aux États-Unis, les prêts étudiants sont très chers, ce n'est pas comme en France. Les études coûtent relativement très cher et se vantaient sur les réseaux sociaux d'investir sur les big tech, les GAFAM, pour payer, rentabiliser leurs prêts étudiants. Donc ici, c'était phase d'euphorie, phase d'arrivée du grand public. C'est exactement ce qu'on a eu sur les marchés, que ce soit avec la FDJ ou que ce soit aux États-Unis, avec un public pas forcément averti sur les marchés financiers, très débutant, pensant pouvoir faire le coup d'une vie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Derrière, bien sûr, on a eu le catalyseur qui est le Covid-19, bien sûr, qui a créé l'éclatement de cette bulle. Je parle d'une bulle parce qu'il faut savoir qu'actuellement, ici, on était, là pour vous dire, la capitalisation boursière mondiale était de l'ordre de 90 000 milliards de dollars. Quand les marchés se sont effondrés, que le Dow Jones est tombé vers les 18 000 points, la capitalisation boursière était autour de 60 000 milliards. Donc, on a eu une évaporation de 30 000 milliards. Donc, oui, on parle d'une bulle, c'est l'éclatement d'une bulle. Maintenant, ce qu'on cherche à savoir actuellement, c'est est-ce qu'on n'est pas dans un retour à la normale, ce qu'on appelle un piège haussier ici. Pourquoi je dis ça? Parce que on a beaucoup de particuliers qui ont profité du confinement, qui n'avaient aucune connaissance en bourse et par ennui se sont mis à boursicoter.
pareil, en pensant qu'on a eu une vague de particuliers qui sont arrivés sur les marchés avec absolument aucune formation, aucune connaissance sur les marchés, sur la nature d'un crack, quelles sont les causes, quelles sont les incertitudes, le risque de récession à venir. Donc, cette vague de nouvelles personnes sur les marchés correspond aussi à ce qu'on appelle au piège haussier. Ces personnes-là qui pensent faire de bonnes affaires, effectivement, hein, rentrer sur du CAC 40 ou l'indice suisse, quand il était sur les plus bas, ça paraît être une bonne affaire. Mais est-ce que la question qui se pose, c'est peut-être que c'est tout simplement un retour à la normale avant de plonger une nouvelle fois et voilà, ensuite d'instaurer les différentes phases qu'on appelle la peur, la capitulation, retour à la tendance et le désespoir. Vraiment que le temps que la bulle éclate, comme je vous disais, on est passé de 90 000 milliards à 60 000 milliards. Donc oui, c'est un éclatement de bulle. Actuellement, la capitalisation mondiale a repris un peu de ses couleurs, mais les incertitudes sont encore là et vous voyez actuellement aux États-Unis, on a le NFP ce vendredi et on va passer sûrement à un taux de chômage de plus de 16%. Aux alentours de 15-16%. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2008, le taux de chômage aux États-Unis, il était plutôt aux alentours de 10%. Là, on s'attend à 16%. Donc, effectivement, ça va causer des dégâts. Pour le moment, les marchés préfèrent et anticipent la fin du confinement avec un retour à la normale, mais derrière, les dégâts et l'impact du coronavirus risquent d'être plus profonds que ce qu'anticipent les marchés actuellement et malheureusement, des entreprises qui n'auraient pas suffisamment de trésorerie vont être obligées de mettre la clé sous la porte. Face à cette bulle, arrive ensuite la psychologie de l'investisseur. Donc, et souvent, ce schéma-là reflète les particuliers, bien souvent, les biais cognitifs qu'on va retrouver aussi chez le pro, mais souvent chez le particulier. Avec les différentes phases, on sait, comme je vous le disais, que les particuliers arrivent tardivement sur le marché, alors que les investisseurs avisés, eux, anticipent la reprise et se positionnent bien plus tôt. Et là, vous pouvez voir sur ce graphique un peu comment, lorsqu'on a un effondrement de marché, quelles sont un peu les différentes phases et les différentes émotions que peut vivre un investisseur. J'entends souvent actuellement que les PER sont trop bas et que c'est pas possible qu'une action tombe aussi bas, qu'on parle de Airbus, qu'on parle de Boeing, qu'on parle de Safran, des valeurs qui se sont complètement effondrées en bourse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une période de krach boursier, ces ratios ne veulent strictement rien dire. C'est pas parce qu'on a eu du Airbus qui est passé de 150 à 50 euros ou même du Boeing qui avant, certes, il y avait les déboires du 730 de leur avion, du 737. La valeur était quand même à 400, on est tombé à 100, mais Boeing peut très bien aller encore à 80 et Airbus peut très bien tomber encore bien plus bas. Donc, c'est ici qu'il ne faut pas tomber dans le piège en se disant le PER est tombé trop bas. Voilà, le titre a touché son plancher. Non, le PER, ça ne veut rien dire dans des phases de krach. Ça peut très bien encore aller plus bas et ne pas croiser les doigts, allumer un cierge en se disant tiens, le gouvernement va intervenir, comme il compte le faire pour plusieurs sociétés, notamment dans le secteur aérien, hein, les compagnies aériennes qui sont frappées de plein fouet par ce Covid et beaucoup pensent que le gouvernement va les sauver, que ça va être que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et ne sortent pas du marché en se disant le mode espoir. Donc bien sûr, on a ce qu'on appelle voilà cette phase d'euphorie et d'extrême peur et bien sûr on a tous les stades qu'un investisseur peut vivre. Et justement, comme je vous le disais, c'est de savoir rentrer au bon moment sur le marché. Et là, actuellement, avec l'arrivée massive des particuliers qui ne sont pas forcément formés à la bourse et qui ne sont pas initiés à une phase de krach, eh bien, ça pose des questions car ils pensent faire des bonnes affaires, normalement, surtout en pensant, en pariant sur les biotech, et beaucoup pensent avoir fait le coup du siècle, sachant que les incertitudes sont encore très grande sur les marchés. Bien sûr, on a les banques centrales qui agissent sur le marché, qui
pourrait déstructurer les prix, exactement, dans le sens où on a des injections massives de liquidités sur le marché et c'est ce qui permet, en fait, pour revenir un peu à cette phase-là, qui gonfle la bulle d'injection de liquidités, comme on a eu en 2019, où, si vous voulez, en fait, le Covid-19 arrive pas n'importe où. Le Covid-19 arrive dans une phase de… On était déjà en surchauffe économique, en fin de cycle. La bourse, l'économie est cyclique. On a des cycles boursiers, des cycles de reprise, de récession, d'éclatement de bulles. C'est cyclique, la bourse. Et on était déjà dans une fin de cycle actuellement. Et le Covid-19 est venu frapper en plus dans un fin de cycle économique. On était en surchauffe. On a eu le cycle économique le plus long de l'histoire, plus de 11 ans après 2008. Donc oui, au bout d'un moment, c'est cyclique. Et le Covid, qui fut le catalyseur, le signe noir justement, frappe en plus durant un fin de cycle économique, ce qui fait que ça envoie vraiment les bourses au tapis. Et surtout, en 2019, les marchés étaient soutenus bien évidemment par les banques centrales qui injectaient massivement des liquidités pour absolument tenir ce château de cartes, pour éviter qu'il s'écroule. Et bien sûr, le rachat dans les buybacks, ce qu'on appelle le rachat de titres des entreprises. Ça aussi, ça fausse complètement, ça fait gonfler le marché artificiellement, puisque les sociétés, au lieu d'investir de façon intelligente en rachetant des concurrents ou en investissant dans la recherche et le développement, préfèrent racheter leurs actions pour gonfler les titres, artificiellement le cours de bourse. Donc, en plus de ça, des banques centrales, on a les buybacks. Et là, on a pu le voir encore une nouvelle fois, on a les banques qui ont quand même sorti le bazooka, que ce soit la Fed qui a injecté plus de 2500 milliards de liquidités sur le marché, la BCE fait pareil. Il faut soutenir les marchés quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte surtout. Donc, on part dans du QE illimité actuellement sur les marchés. Maintenant qu'on a évoqué un peu tous ces concepts fondamentaux, nous, comment on peut agir maintenant dans notre trading, puisque le but, c'est quand même si vous êtes un investisseur, c'est aussi des conseils, des recommandations qui s'appliquent dans le trading, mais aussi peut-être dans un compte titre ou dans le PEA, si vous êtes sur de l'achat d'actions ou des titres vifs. Et bien sûr, ça va être l'application du money management. C'est la clé du succès, tout simplement. Trader son money management ou investir son money management sur les marchés est voué à l'échec. Pour ça, il faut instaurer quelques règles. Le money management, c'est quand même assez long à expliquer dans son ensemble, mais face à ce qui se passe actuellement et pour essayer de faire un point parallèle avec l'actualité, la volatilité, les banques centrales, ce qui se passe sur les matières premières, j'ai essayé de noter quelques points clés à retenir, en tout cas, des principes de base pour vous aider à améliorer, en tout cas, votre trading ou vos investissements. Bien sûr, le numéro 1 serait de trader sans stratégie et ne pas respecter sa stratégie. Ça, c'est en cette période-là, il faut avoir un plan de trading, un plan d'investissement, un journal, on note des niveaux où est-ce qu'on veut intervenir sur le marché, des niveaux clés, des zones qu'on peut appeler, que ce soit via des supports, des résistances, via de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, ce que vous voulez, mais une stratégie, vous devez avoir une stratégie et la respecter, ça c'est très important. Et ne pas se dire bon bah là j'ai perdu le coup, je vais me refaire sur ce coup-là et je mets du levier ou je respecte pas ma stratégie. Non, il faut vraiment respecter sa stratégie. Certains utilisent peut-être les moyennes mobiles, d'autres l'Ichimoku, d'autres les chandeliers japonais. Chacun a sa méthode d'investissement en fonction de son profil. Peut-être qu'il y a des scalpers, des intradés, des swing traders. Vous avez tous un profil différent. Donc, c'est à vous d'adapter votre stratégie et de la respecter en fonction de votre personnalité et de votre profil de trading. Ensuite, d'adapter le levier. Ça, bien sûr, c'est logique. Comme je vous le disais, en période de volatilité, on a des mouvements complètement irrationnels sur le marché. Donc, il faut adapter le levier en conséquent. On est obligé. Afin de préserver son capital. Votre capital, c'est votre outil de travail. Sachez une chose, c'est que le marché sera là demain sans vous. Et vous n'êtes pas là demain si vous n'avez plus votre capital. Donc, il faut préserver ce capital.
c'est votre outil de travail. Le marché sera là demain, les opportunités, il y en a tous les jours sur le marché, mais votre capital, il n'est pas illimité, lui. On ne peut pas gagner tous ces trades à tous les coups. On est obligé de perdre de temps en temps. Ça n'existe pas un trader qui fait 100% de trades gagnants. Donc, au bout d'un moment, c'est le capital. Le capital, comme on dit parfois, cash is king. Donc, être liquide, c'est bien. Ça évite de faire des bêtises. Et ne pas trader, quand on a le doute, c'est aussi trader. Donc, votre outil de travail, vous devez le préserver. C'est très important. Et adapter votre levier, bien sûr, en fonction de la volatilité de l'actif que vous tradez. Actuellement, la volatilité est retombée sur les indices, mais sur le pétrole, on a une volatilité qui est quand même monstrueuse. Aujourd'hui, il a pris quand même 10% le pétrole. Hier, il prenait quasiment 20. Avant-hier, pardon. Donc, voilà, il faut aussi adapter son levier en fonction de l'actif que vous tradez ou sur lequel vous investissez pour éviter de faire des bêtises et de vous retrouver en appel de marge ou complètement en stress parce que votre position est trop grosse et que vous laissez courir vos pertes. Ne jamais renforcer une position perdante. Laisser grossir ses pertes. Ça aussi, c'est dramatique. Comme on dit en trading ou en investissement, on laisse courir ses gains et on coupe ses pertes. Et donc, ne pas renforcer une position perdante, surtout en période de volatilité. Là, c'est un moyen du coup de ne plus respecter votre stratégie et ni votre money management du coup. Éviter l'overtrading. Ça aussi, c'est important. J'irais même jusqu'à l'overtrading, l'overnight et l'overweekend. Ça va dépendre bien sûr si vous êtes de votre profil, mais vous voyez bien que le week-end, on a des gaps assez monstrueux, du moins maintenant, mais avant, sur les indices, on pouvait ouvrir à +3, -4, ça posait aucun problème. Et même sur le Forex, sur le Forex, c'est quand même un marché où il n'y a pas vraiment de gap, hormis le week-end, mais le Forex est un marché qui cote en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seulement que les particuliers n'ont pas accès à ce marché-là le week-end. Mais là, le week-end, le dimanche, à l'ouverture, on avait quand même des gaps sur le Forex de 2% sur les paires en yens, 2%, 2% et demi. Donc, ça fait un énorme décalage aussi. Donc, pareil, éviter de s'adapter. On a pu le voir aussi, surtout sur le pétrole, des gaps monstrueux, que ça a sorti énormément de particuliers parce que le pétrole qui ouvre à -10 un dimanche, si vous n'avez pas des stops garantis ou vous avez des turbos, vous n'utilisez pas des turbos avec des barrières, ça peut être très compliqué. Donc pareil, adapter sa stratégie et parfois revoir et se dire tiens, est-ce que c'est judicieux de rester 3 semaines en position si j'ai pas un peu d'avance? Si vous avez de l'avance sur votre position, vous pouvez rester en over week-end ou même en overnight. En période de forte volatilité, mais si vous n'avez pas trop d'avance, le risque, ça va être quoi? Ça va être de vous prendre un gap et donc de perdre énormément étant donné que vous serez exécuté. En tout cas, si votre stop est à un certain niveau et que ça gap en dessous de votre stop, vous serez exécuté sous votre stop. De ce fait, on en vient à ne jamais baser son trading sur de l'espoir. C'est ce que je viens de dire. Ne pas rester en mode espoir. C'est ce que je dis souvent. Ne redonnez pas des gains si durement gagnés au marché. Vous avez fait votre semaine de trading ou d'investissement sur de beaux dossiers, de beaux titres qu'on peut prendre 10-15% dans la semaine. Eh bien, il ne faut pas être trop cupide. Il ne faut pas être dans le mode espoir en se disant ça va faire x2, ça va faire x3, comme certains l'espèrent actuellement sur certaines biotech et se disent oui, ça peut que partir. Et le FOMO, quoi, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer le train, le mouvement haussier. Il faut donc analyser la situation avant d'entrer sur le marché et ne pas être en mode trading casino. Ce que j'appelle le trading casino, c'est tout simplement d'investir sur les marchés sans plan, sans analyse, vraiment le mode espoir pour avoir un peu des sensations fortes. Mais le trading n'est pas forcément un jeu, à la différence du casino. Et les sensations ne sont pas les mêmes. Le but, ce n'est pas d'avoir de l'adrénaline sur les marchés. Certes, ça procure de l'adrénaline, mais le but, il faut être un robot. Il n'y a pas de place pour les émotions dans le trading. Je me permets juste de t'interrompre
pour une petite question au sujet des banques centrales. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à travers, est-ce que tu penses qu'à travers les investissements qu'elle réalise, on sait que la BNS, Banque centrale suisse, ne peut pas investir sur son propre marché, mais du coup a fait des achats massifs de titres comme Apple, enfin les GAFA. Est-ce que tu penses que ces banques centrales ont une influence et faussent le marché voilà, à travers leurs différentes actions Complètement. Tout à fait. J'avais vu la question, c'était est-ce que les banques centrales faussent-elles le marché? Bien sûr, on a une déstructuration des prix à cause ou grâce aux banques centrales. C'est ce que je disais en 2019, c'est que le but, c'est de soutenir le château de cartes. Et le château de cartes, en 2019, a failli s'écrouler. En 2018, on a quand même une chute des marchés. Et derrière, c'était injection de liquidité à gogo de la part des banques centrales et derrière, rachat de titres par les compagnies. Donc, en fait, est-ce que la valorisation des actions reflète vraiment les fondamentaux actuels de l'économie? Donc, non, actuellement, non. On va essayer de voir ça dans le graphique, mais pour vous dire actuellement le Dow Jones, si on fait un parallèle, le Dow Jones est remonté à son niveau, là, actuellement, de janvier-février 2019. Donc, quand vous voyez ça sur votre graphique, ce qu'il faut se dire, c'est oui, les banques centrales injectent des liquidités pour faire tenir le marché. C'est l'objectif. Certes, faut pas, mais on est sur une fin de cycle économique et c'est inévitable. Les marchés sont cycliques, on le sait, et on ne peut pas y échapper pour le moment tant qu'on n'aura pas changé de modèle économique. Si on en revient au Dow Jones, on voit que l'indice américain est remonté sur ses plus hauts actuellement de janvier-février 2019. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est OK, donc en gros, le marché valorise actuellement le marché action, les investisseurs valorisent actuellement le marché action, le marché Dow Jones, l'indice Dow Jones, au même niveau que février 2019. Donc, si on fait un parallèle, en février 2019, il me semble que le taux de chômage était à 3,5 aux États-Unis, que le PIB était à 2,1%. Là, on a un PIB qui est tombé à 4,8, moins 4,8, et on a un taux de chômage qui explose. Le NFP est demain, le consensus atteint 16%. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les fondamentaux ne collent pas actuellement avec la valorisation du marché. Et ce château de cartes ne tient actuellement que par les banques centrales qui, justement, faussent le marché. Exactement, elles faussent le marché puisque le niveau de valorisation n'est pas bon. Dans ce cas-là, en février de 2019, le Dow Jones n'aurait pas dû être à 30 000 points, mais à 45 000 points. Si là, actuellement, on est retourné quasiment sur les 22 000 points. Ce qui montre à quel point il faut faire le parallèle avec les fondamentaux actuels. Et on voit bien que ça déstructure complètement les prix, puisque le niveau de valorisation ne colle plus avec les fondamentaux, étant donné qu'on a du chômage, que les PMI s'effondrent, qu'on est dans une récession, justement, puisqu'on a une contraction des PMI, donc de l'activité, donc des secteurs, que les usines étaient complètement à l'arrêt. Et on voit bien justement ce décalage qu'il y a entre la réalité actuelle de la société, du moins des marchés, et l'autre effet, c'est celle des banques centrales qui tentent, quoi qu'il en coûte, comme elles l'ont dit, quoi qu'il en coûte, de tenir le marché pour pas qu'il s'effondre. Alors là, j'ai une autre question. Les banques centrales et donc les États peuvent-ils se permettre de voir le château de cartes? C'est quoi? Non, non, ils n'ont aucun intérêt justement de. Personne n'a envie de voir le château de cartes s'écrouler. Mais ça gonfle la bulle. Ça gonfle la bulle et c'est une bulle de liquidité qu'on a sur le marché. Ils n'ont aucun intérêt à revivre ce qu'il s'est passé en 2008 ou en 2000. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de leur dire qu'ils changent leur modèle économique. Si on n'est pas dans un modèle économique qui est viable actuellement, le capitalisme financier n'est pas forcément le meilleur modèle économique étant donné qu'il est cyclique et qu'en 2000, en 2008, en 87 et en 29, toutes les crises, voilà, on a des phases cycliques sur les marchés qui interviennent environ 7 à 10 ans. Et là, on était sur la période, le cycle haussier le plus long de l'histoire. Et le Covid vient frapper sur la période, en fait, sur le haut de cycle économique.
Le SRAS, lui, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le SRAS en 2003, c'était après la bulle des dot-com et le SRAS avait frappé eh bien, en 2003. Donc, on était déjà dans une phase de reprise économique. On n'était pas dans le même cycle économique. Là, on est dans un cycle de surchauffe. On était complètement en surchauffe. Le taux de chômage au plus bas aux États-Unis, on n'allait pas atteindre un taux de chômage à zéro. Le chômage à zéro, ça n'existe pas aussi. Donc, ce qui fait que ça crée bien sûr des dégâts qu'on est dans un cycle économique qui est bien sûr à bout de souffle. Alors, autre point que j'avais pas évoqué, c'était n'essayez pas d'attraper le point haut ou le point bas. Je vois trop de personnes qui essayent d'attraper le point bas sur le pétrole, qui ont essayé en tout cas d'attraper le point bas sur le pétrole. C'est pas comme ça que ça marche le marché. Je vous le dis tout de suite, vous n'aurez jamais le point bas ni le point haut sur le marché. Ça, faut s'enlever ce biais, cette croyance qu'on a, mais il est impossible d'attraper le point bas ou le point haut du marché, tout simplement. Et trop de personnes que j'ai pu voir sur les indices, surtout sur le pétrole. Le pétrole, quand je voyais vous avez le sentiment client IG, si vous le regardez, on avait un nombre incalculable de particuliers qui étaient à l'achat sur le pétrole, alors qu'on n'avait aucun signal de retournement. Il faut attendre un signal de retournement au moins. Et si vous avez un signal de retournement, vous n'avez pas aussi le point bas, puisqu'entre-temps, le marché a progressé. Donc, il faut s'enlever cette idée de la tête en se disant, je veux attraper le point bas ou le point haut, vous ne l'aurez jamais. Il faut attendre un signal de retournement ou une amélioration des fondamentaux ou de voir la lumière au bout du tunnel. Ensuite, très important, je pense que c'est la notion la plus importante, ça va être le calcul du ratio risque-reward pour optimiser la taille de position et limiter les pertes. Ce que j'appelle le ratio risque-reward, c'est tout simplement combien vous êtes prêt à perdre et par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner. Je vous donne un exemple tout simple. Le ratio risk-reward, ça va être, on sait qu'un trader débutant, je vais vraiment être un exemple très facile en étant très gentil. En général, un trader expérimenté gagne en moyenne 80-90% de ses trades. 100% de ses trades, ce n'est juste pas possible. Même le meilleur trader au monde perd des trades. Un trader débutant, pour être vraiment très gentil, pour vous donner un exemple un peu plus concret, on va dire qu'il va gagner 40% de ses trades. Donc, il va plus perdre, en tout cas, que gagner, d'un point de vue du ratio winner-loser dans ses trades. Comment compenser ce faible ratio-là? Grâce à votre ratio risque-reward. Je m'explique. Vous avez un capital de 10 000 euros. Vous avez une gestion du risque stricte, à savoir 1% vous investissez 1% de votre capital par trade. Dans ce cas-là, sur 10 000 euros, vous investissez 100 euros par trade. Sur une série de 5 trades, vous faites 3 trades, sur une série de 5 trades, pardon, vous faites 3 trades perdus et 2 gagnés. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre 300 euros, mais vous allez en gagner 400. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué un ratio risque-récompense de 1 pour 2. Combien vous êtes prêt à gagner, à perdre par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner. De ce fait, en ayant un bon risque-reward, sur un total de 5 trades, vous en perdez 3, vous en gagnez 2, eh bien vous perdez 300 euros, mais sur les 2 gagnés, avec un ratio de 1 pour 2 sur 100 euros, vous allez gagner 400 euros. Résultat des comptes, à la fin, vous sortez avec une somme d'argent de plus 100 euros. Donc, très important d'adapter le levier et de faire un parallèle avec le risque-reward, surtout quand vous débutez sur les marchés, car c'est ça qui va vous permettre de survivre sur les marchés, tout simplement. C'est le levier, c'est les ratios. Et après, c'est tous les concepts que j'ai pu évoquer, que j'ai expliqués face à la volatilité. Mais le money management est bien plus long, mais ça permet déjà de vous donner quelques bases et peut-être de vous retrouver plus facilement dans vos investissements, dans votre trading. Alors, pour répondre à cette question, pensez-vous que le scalping est le mieux adapté pendant cette période volatile? Ça peut être compliqué, ça dépend sur quelle classe d'actifs vous êtes. Faire du scalping sur le pétrole, c'est un peu rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll.
faut dire ce qui est. Faire du scalping sur le DAX, pourquoi pas? Mais attention, regardez le VIX actuellement où il est, là, on est en période, on est à 30, donc c'est retombé. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, le Forex, pourquoi pas? Le Forex, c'est pas un marché que j'apprécie forcément en scalping. Je le regarde plus. Moi, après, je sais ma personnalité. Je suis plus sur du swing trading personnellement. Je suis incapable de faire du scalping. Je n'ai pas, pareil, je n'ai pas les émotions ou la personnalité qui est faite pour ce style-là. C'est très important de connaître sa personnalité et son style pour adapter sa stratégie et son plan de trading. Mais le scalping, oui, en soi, on peut toujours faire du scalping. Je vois des traders qui scalpent actuellement sur le marché. Mais je pense qu'ils s'adaptent aussi avec le levier. Je pense qu'ils ont dû diminuer le levier et qu'ils vont éviter de se mettre sur le pétrole, par exemple, où il suffit d'un tweet de Trump et le pétrole prend plus 10. Hein. On a bien vu Trump qui a tenté de tout pour le tout en nous disant super, je viens de parler au prince d'Arabie Saoudite. Oh, on va faire un super deal, on va réduire la production de pétrole de 10 millions. Super, le marché finalement, l'OPEP a dit non, ce ne sera pas 10, ce sera 9,7. Et les analystes ont dit mais vous êtes fous, c'est pas 10 millions qu'il faudrait, c'est au moins entre 15 et 25 millions de barils. Donc Trump, bien sûr, c'est encore un peu emballé sur Twitter. Et ça a déclenché une forte volatilité, ce qui a permis de donner un coup de fouet au pétrole. Mais derrière, le pétrole est vite retombé, on le verra plus tard, on est même allé en territoire négatif. Donc, c'était pas suffisant, mais voilà, il faut aussi faire attention en fonction du calendrier économique, des news qui peuvent tomber. Et voilà, exactement, sur le pétrole, c'est les contrats, c'est les échéances. Et savoir aussi gérer la prime, ce qu'on appelle le contango ou le backwardation sur le pétrole. Sur les futurs, c'est important de le connaître. Actuellement, on était en super contango sur le pétrole, ce qui explique ce décalage monstrueux qu'on a eu sur les cours de bourse. Donc voilà, ici, c'était quelques règles de money management que je voulais vous partager, en tout cas, pour vous expliquer un peu les grandes lignes qu'il faudrait appliquer actuellement. Maintenant, on va passer justement au graphique avec le pétrole WTI pour voir actuellement le stress qu'on a eu sur les marchés face au stockage, en fait, à l'impossibilité de stocker le pétrole puisque les tankers sont pleins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pétrole négatif, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire que les producteurs vous payent pour stocker votre pétrole, pour stocker le pétrole. C'est juste hallucinant, c'est du jamais vu. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on vous paye pour que vous puissiez stocker le pétrole dans votre jardin, presque. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé actuellement sur le pétrole et beaucoup cherchaient à se positionner sur le pétrole. Et en période de forte volatilité, c'est peut-être pas forcément le meilleur actif, mais il y a toujours des opportunités. Le pétrole, certes, elle est en territoire négatif sur la fin des échéances du mois de mai, mais on pouvait toujours se positionner. Comment on pouvait se positionner sur le pétrole, par exemple, grâce à des niveaux? En période de forte volatilité, on parle sûrement, vous le savez, de niveaux de support et de résistance. Eh bien, il faut aller sur des unités de temps hautes. Aller chercher des supports et des résistances trimestrielles ou mensuelles. Et là, vous voyez, c'est le cas. C'est le graphique du pétrole en données trimestrielles. Je suis allé chercher et on voit qu'on est venu en fait taper la zone 12-10 $ qui correspond en fait quasiment au plus bas de 1986 et 1999. Donc, ce qu'il faut en fait en période de volatilité, c'est vraiment d'aller chercher des zones clés, des zones, mais pas des supports daily ou des supports 4 heures, 15 minutes. Non, il faut aller vraiment chercher du gros support hein, ou de la grosse résistance. Donc, on va sur des unités de temps hautes. Ici, c'était même un support annuel. Hein. La zone des 10, c'était un support annuel. On a fait de l'excès, on a eu la purge ici. Mais vous voyez qu'on est quand même passé de 10 à 26. Donc, c'est quand même pas rien le rebond qu'il y a eu. Et pour se positionner, effectivement, on voit que les prix réagissent en fait sur des zones. On trace des zones de niveau de support ou de résistance et on essaye, via des signaux techniques, de profiter d'un retournement ou d'un rebond ou d'un repli des cours sur une zone technique. Donc, pareil, moi, ce que je vais vous inviter à faire face à cette forte volatilité, ça va être d'essayer de travailler sur des unités de temps un peu plus longues,
le trimestriel ou mensuel pour définir ces zones d'intervention. Là, on est sur le graphique journalier du pétrole. Donc, on a eu une sortie de canal ici par le haut. Et on voit qu'on a eu, voilà, là c'était la purge finale. Donc après on est passé sur l'échéance du mois de juin, vous voyez, on est sur l'échéance du mois de juin, donc on a changé entre temps. C'était le dernier jour de cotation du Cotrac, on a purgé à moins 37. Mais derrière la clôture s'est faite au-dessus de 10. Donc là on avait tenu le niveau. C'était un niveau très intéressant et là on avait quasiment validé un double bottom, vous voyez. C'est une figure chartiste quasiment, donc on avait un double creux qui permettait de se positionner enfin, ou du moins sur le niveau de support. Ici, on avait éventuellement un chandelier de retournement avec une étoile du matin, pour celles et ceux qui pratiquent les chandeliers. Donc, attendre des signaux. Je voyais trop de monde qui se sont positionnés sur le pétrole ici, parce qu'ils venaient de lâcher 20%. Il n'y avait aucun signal technique, ou même ici. Pour le moment, tous les vendeurs de rebond, en fait, ont eu raison sur le pétrole. Mais peu ont eu cette stratégie et peu se sont dit le pétrole est trop bas, il ne peut pas aller plus bas. C'est une croyance limitante. On le sait maintenant, le pétrole peut aller en territoire négatif. Le pétrole est allé à moins 37, même si c'était son dernier jour de cotation sur l'échéance du mois de mai. Mais c'est pour ça que je vous invite vraiment à agir avec prudence et ne pas avoir de biais ou de croyances. Et pour vous montrer qu'il y a encore énormément de volatilité sur le pétrole, c'est que j'ai pris depuis les 10, ici, à peu près, un peu plus au-dessus des 10, au 26, j'ai mesuré la hausse du pétrole. On a quasiment eu en fait 113% de hausse en l'espace de quasiment, là j'ai pris le cours de clôture, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez qu'en 7 séances, le pétrole a pris plus de 113%. Donc ça montre qu'il y a de la volatilité. Hein. En général, là actuellement le pétrole, vous voyez, il prend quand même quasiment encore plus 9. Ce graphique, je l'ai imprimé à 15 heures justement. Donc on est vraiment sur de la volatilité. Hein. Les indices sont pas. On a eu des variations sur les indices à plus 8, moins 10, mais là actuellement ça redescend la pression, c'est en attente d'un catalyseur. Mais sur le pétrole, il y a de la volatilité pour le coup. Et on prend quand même en seulement 7 séances plus de 113%. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte et de se dire, si j'étais acheteur en bas, eh bien, je prends des bénéfices partiels, je remonte mes stops, je mets un stop win, je ne suis pas trop cupide en me disant dans l'immédiat, je vais aller chercher le gap qui est juste ici. Car oui, le pétrole va sûrement retourner à 44, mais le pétrole peut très bien retomber à 20. Hein. Si on rentre dans une phase de récession mondiale historique, voir un baril de pétrole à 44 en période de reprise économique, oui, mais dans l'immédiat, non. Voir un baril de pétrole à 100 $, ça, c'est un doux rêve encore actuellement. Mais tôt ou tard, on a ce gap-là. Donc ce gap-là, ça va dépendre bien sûr ensuite de votre investissement et de votre profil. Si vous êtes un investisseur long terme, dans ce cas-là, oui, et que pour vous tenir une position où vous êtes positionné sur un tracker, un turbo, ce que vous voulez illimité, oui, à moyen terme, ce gap risque d'être comblé. Mais tout va dépendre de votre profil. Si vous êtes intraday ou swing, eh bien, en général, quand le marché prend 113% en ligne droite, eh bien, il faut savoir s'alléger et remonter ses stops. Donc, on en revient encore au money management et une nouvelle fois, adapter le levier en fait. Adapter le levier, on ne dirait pas là sur cette bougie qu'elle prend 10% quasiment, mais il faut adapter le levier. Et c'est très important de se dire, tiens, je suis sur un actif risqué. Quand j'investis sur un actif risqué, si je prends, imaginons, 1% de risque par trade, peut-être que je vais prendre seulement 0,5% de mon capital au lieu de prendre 1%. Toujours adapter le levier en fonction de la volatilité. Très important. Et ensuite, de passer à break-even, d'ajuster vos stops pour, encore une fois, éviter de redonner vos gains si durement gagnés au marché, surtout en période de crack. Ici, c'est le gold. Donc, le gold, valeur refuge. Oui, mais chute du gold ici, hein, quand les marchés ont lâché là. Chute du gold, on est passé de 1700 à 1443. Pourquoi? Pour rappel, en 2008, le gold a perdu 30%. Le gold s'est effondré de 30% et derrière est reparti de plus belle. Donc, je m'inquiète
pas trop pour l'or à moyen long terme. Je suis assez confiant et je ne serais pas étonné qu'on aille chercher les 2000. Les plus hauts historiques sont à 1921. Là, c'est le spot gold en dollars. Donc, les plus hauts historiques sont à 1921. À moyen long terme, je ne serais pas étonné qu'on ait un cours de l'once d'or à 2100, 2200 $, étant donné les circonstances. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est de comprendre pourquoi on a une chute de l'or ici. Oui, on a une belle tendance haussière qui s'installe, mais le marché a lâché en fait parce que il faut sauver les meubles et que ici, c'était durant la chute des indices qui perdaient entre 6, 7, moins 10% sur le CAC, les investisseurs devaient faire face à des appels de marge. Et donc, faut sauver les meubles et on prend l'argent là où il y en a. Donc, ils ont pris, en fait, si vous voulez, il y a eu une prise partielle de bénéfices sur le marché de l'or pour venir combler les appels de marge sur d'autres marchés. Ce qui fait qu'on a eu un sell-off quasiment. Voilà, un beau sell-off sur l'or pour venir combler les appels de marge. Derrière, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en parallèle, on a eu les injections de liquidités des banques centrales et ça profite énormément à la création, la monétisation de la dette les injections de liquidités de la part des banques centrales, ça pousse le cours de l'or. Donc le cours de l'or est remonté à 1700 pour le moment. Si on garde cette dynamique-là, effectivement, je suis dans l'optique de voir un once d'or autour de 1800 $ et puis, comme je le disais, d'aller chercher un peu plus haut. Mais si on a une rechute des marchés, forcément, on aura des prises de bénéfices, encore une fois, pour répondre à des appels de marge sur d'autres marchés. Ce que j'aime bien chez l'or, c'est que c'est c'est un actif très technique. Si vous utilisez les figures chartistes, les chandeliers, vous allez vraiment vous régaler dans ce marché, car c'est un actif qui consolide dans des figures bien souvent, et ça permet d'intervenir sur le marché, de se positionner de façon intelligente, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai pris en données 4 heures pour vous montrer un peu toutes les figures. J'aurais pu me mettre en données journalières. Mais sinon, après, on ne voyait pas trop bien les prix. Et ce qui compte, c'est de vous montrer un peu les figures. Donc aussi, comment on peut intervenir sur le marché, comment on peut trader grâce aux figures chartistes. Là, effectivement, quand les marchés ont lâché, donc le gold vient de bien plus bas, on avait déjà un double top. Donc, une figure de retournement, un double sommet, une ligne de coup qui était située à peu près par ici. Les marchés ont lâché une première fois. Effectivement, l'objectif théorique de cette figure il a été atteint. Donc, parfait, première figure qui a fonctionné. Juste avant, on avait un triangle. Je ne l'ai pas mis parce qu'après, ça tassait un peu trop le graphique et c'était dommage de ne pas pouvoir bien illustrer mes explications. Mais ça consolidait dans un triangle. Ici, on a eu un double top. C'est parti une première fois à la baisse. Ici, on a eu un peu un range. Vous voyez, un range de consolidation, voire même un peu un double bottom dans le sens inverse. Ici, double top, la double bottom. C'est parti une nouvelle fois à la hausse. L'objectif théorique est atteint. Une nouvelle fois, on consolide dans une figure un élargissement de sommet. Ça casse, ça part à la hausse. Ici, on a eu un fanion. Une nouvelle fois, si je reporte le mât sur un fanion, ça accélère. Et actuellement, je constate qu'on a un triangle. Voilà, on est parti dans un triangle actuellement. Et on voit ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les marchés sont complètement mous, c'est léthargique, ce qui se passe actuellement sur les indices. Et la pression retombe, on est dans l'attente d'un catalyseur. Et le gold temporise. Le gold temporise actuellement et je m'attends bientôt à une forte accélération du gold. Là, on est dans un gros triangle et donc la cassure de ce triangle, logiquement, devrait donner le tempo pour la suite. À savoir, soit si on casse par le bas, effectivement, dans ce cas-là, de nouveau, ce serait donc une forte chute des indices. Sinon, en cas de cassure par le haut sur le gold, eh bien, ce serait d'inscrire de nouveau plus haut annuel. Étant donné qu'on était capé aux alentours des 1700, 1750. Mais la cassure de ce triangle, en tout cas, à chaque fois, ça consolide dans de belles figures chartistes, devrait logiquement propulser le cours de l'or une nouvelle fois sur de nouveaux plus hauts. Donc, c'est un actif très technique. Si vous aimez les figures chartistes, l'analyse technique graphique, le gold, c'est un marché que j'apprécie, qui est
qui est dans le respect des prix, qui est dans le respect du graphique, je trouve, et on n'a pas une déstructuration et on a une volatilité qui est correcte, qui est appréciable à son juste niveau et qui permet d'intervenir sans avoir de ce qu'on appelle des pièges. Hein, on peut avoir des bear traps, des bull traps, des mèches un peu assassines. Et c'est un marché qui est plutôt agréable, en tout cas, à trader, contrairement à d'autres marchés comme le pétrole, où on a beaucoup de volatilité, ça dépend de la news, ou le forex, où on a pas mal de mèches. Donc ça aussi, c'est un trade en 2020. Bah, le gold, je pense que ça fera partie d'un des actifs de l'année, et il a encore de beaux jours devant lui. Ici, on est sur le graphique du SMI 20, donc l'indice suisse. J'avais fait une présentation, une première présentation en partenariat avec IG Banque Suisse, et j'évoquais dans cette présentation l'indice suisse en disant que on avait cette belle oblique qui venait quand même coiffer les prix. On était juste là, et c'était peut-être le niveau à surveiller. Et je disais en parallèle qu'on avait ce triangle. On avait un magnifique triangle ascendant et qu'on pourrait avoir de l'excès, une phase d'euphorie au-dessus de cette oblique. Donc effectivement, c'est exactement ce qu'on a eu ici, hein, jolie consolidation technique dans un magnifique triangle ascendant de long terme, hein, puisqu'il a mis quand même 2 ans à se former, même plus 4 ans, pardon, à se former ce triangle, un peu moins. Mais voilà, on avait eu un signal technique ici. En parallèle, on cassait les anciens plus hauts de 2008, donc vraiment très propre. Et on est quasiment venu chercher l'objectif théorique du triangle. Si on reporte l'objectif de ce triangle, on voit qu'ici, alors certes, on était capé, on avait notre plafond de verre qui était cette oblique, mais on a fait de l'excès. On a fait de l'excès sur le marché, mais on est quasiment venu chercher, en tout cas, l'objectif théorique de ce triangle. Derrière, on a eu le Covid, donc c'est retombé. Et l'indice suisse a chuté de 32%. Et là, ce qui m'interpelle, moi, c'est que les journaux financiers, les médias, même entre analystes, on constate qu'on a le taux de chômage qui explose, une contraction énorme de l'activité, des commerces à l'arrêt, c'est du jamais vu, un taux de chômage qui explose aux États-Unis, plus de 20 ou 30 millions bientôt, des licenciements quand même dans le secteur de l'aéronautique, de l'énergie, des producteurs de pétrole aux États-Unis qui produisent à perte, étant donné que le fer de lance aux États-Unis, c'est le pétrole de schiste, et que le coût de production pour être rentable, c'est 44 $, et c'est pas 10 $. Donc, on a quand même des producteurs aux États-Unis qui produisent à perte, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'État actuellement paye les producteurs aux États-Unis pour couper le robinet, pour qu'ils arrêtent de produire. En général, on dit l'OPEP a voulu réduire. Hein. On réduit le débit de production parce que si on coupe le robinet, ça coûte trop cher. Là, le gouvernement américain a dit, vous coupez le robinet et on vous paye pour couper le robinet. Normalement, on ne le coupe jamais, on réduit le débit. Mais là, en fait, produire du schiste, c'est pas rentable du tout. Donc, plusieurs signaux en tout cas, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur la consommation des ménages, que ce soit sur la création d'emplois, la création de richesses, montrent des signaux de récession à venir, profonde. Et souvent, on fait souvent avec le parallèle, comme je vous le disais, de la grande dépression boursière de 29 qui a duré 3 ans et où les indices se sont littéralement effondrés, surtout le Dow Jones. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une récession, c'est entre moins 50 et moins 60% de chute. C'est pas moins 32. Donc là aussi, ça nous interpelle. On parle de récession historique profonde. Une récession, je dirais pas correcte, parce que je dirais pas que le mot est juste, une récession assez violente, c'est moins 50. Et une récession très violente, c'est aux alentours de moins 60. Et pour faire un parallèle, vous voyez qu'en 2000, l'indice a perdu 56%.
c'est propre, hein, on est quasiment sur le même niveau. Vous voyez, entre 55, 55 et 56. Et en 2008, c'est la même chose. On a perdu aussi une nouvelle fois 55%. Et en moyenne, c'est ça. Les indices américains sont plus solides, comme d'habitude, hein, puisque c'est la locomotive de l'économie mondiale. Ils lâchent un peu moins. Et ici, on a perdu 32%. Donc, en fait, on se pose la question de se dire, certes, il y a eu l'intervention massive des banques centrales, mais il y a aussi de l'euphorie de la part des investisseurs qui se disent peut-être que la reprise va être phénoménale et que ça va reprendre du jour au lendemain, comme si le Covid n'avait pas existé et que les consommateurs vont recommencer à consommer de façon très intense et que les personnes qui ont été licenciées du jour au lendemain vont bien sûr retrouver leur emploi. Donc, c'est un peu une utopie, mais c'est ce qu'entrevoient actuellement en tout cas les investisseurs. Donc ça aussi, c'est à savoir, c'est les récessions, c'est entre moins 50 et moins 60. Hein. Comme on voit sur l'indice par le passé, à chaque fois, ça n'a pas manqué. Et là, le point bas, je l'ai mesuré, on a fait moins 32,12. Et on est revenu sur les anciens tops de 2008. Donc là, c'est le niveau qu'on travaille actuellement sur le SMI. Et Fibo est très intéressant. Vous voyez qu'on n'est pas, le marché a stoppé sa course, pas n'importe où. Voilà. Prenez un Fibo. J'utilise très fréquemment Fibo. Fibo peut aussi vous aider dans votre trading, mais on voit que le marché finalement a retracé en fait 50% de la dernière vague de hausse ici. Vous voyez à quelques points près, mais étant donné vu l'excès de volatilité, c'est normal. Mais techniquement, c'est très propre. J'aime beaucoup l'indice suisse car il est propre techniquement aussi. Parfois, je suis étonné de la structuration des prix, mais c'est un indice en tout cas très pertinent techniquement à analyser. Et ici, voilà, on a intervenu sur les 50% de Fibo. Donc pareil, les prix interviennent sur des niveaux. Pour revenir un peu, quand je vous montrais le graphique du pétrole, c'était surveiller vos zones, surveiller les niveaux. C'est très important. Les prix ne s'arrêtent pas n'importe où. Donc là, 50% de Fibo, effectivement, c'est un niveau important. Et là, actuellement, on travaille quoi? On travaille le plus haut, si on prend la mèche, du sommet de 2008, quasiment, 2007-2008. Pareil, le rebond, on ne s'arrête pas n'importe où. Et une nouvelle fois, hein, si je prends cette baisse ici, donc la baisse, et que je mets un Fibo, que je reprends la dernière vague de baisse pour mesurer le rebond, vous voyez qu'on est compressé en fait entre une nouvelle fois, les 50 et les 61,8. Donc pareil, c'est des niveaux à surveiller et se dire, tiens, si le niveau des 50 ici correspond en fait à la borne haute du triangle, à peu près. Ici, vous voyez, ça c'est la borne haute. Et donc notre niveau de 50% de la dernière vague de baisse, ici, bah, comme par hasard, finalement c'est quand même bien fait les prix, mais on s'arrête sur la borne haute qui faisait office de résistance. Donc là on est devenu un peu sur un support, du moins une résistance devenue support, et on est compressé entre les deux niveaux de 61,8 et de 50 de Fibonacci. Et la grande question qui se pose actuellement, c'est de savoir, sur les indices, effectivement, si on casse les 61,8, il y a une chance que le marché reparte et aille chercher un peu plus haut. Mais on a, si vous voulez, sur des indices, en 2008, sur le CAC, la figure qui a annoncé, même si ce n'était pas la figure qui a réalisé la chute des marchés, c'était le catalyseur avec les subprimes et la chute des Lehman Brothers, on avait une magnifique épaule tête-épaule sur le CAC 40 en hebdomadaire. Et là, on a le même schéma en fait sur le SMI et sur le S&P, surtout le S&P 500 qui est quand même le driver de l'économie. Et si on trace ici voilà, une droite, je la fais passer par tous les points, on aurait potentiellement une épaule, tête-épaule qui serait en train de se former. Et là, actuellement, on bute vraiment sur un niveau de prix. Hein. Ce niveau-là est quasiment aligné à ce niveau-là. Et on serait potentiellement sur une épaule, tête-épaule de retournement de sommet historique, comme on avait eu sur le CAC en 2008. Allez la voir sur la S&P. Elle est vraiment pertinente aussi. Et c'est la question que beaucoup se posent actuellement face à ce rebond de 50% malgré des fondamentaux mauvais, que ce soit en zone euro, que ce soit en Suisse, aux États-Unis ou en Asie.
on est dans une phase de récession historique mondiale. De ce fait, si les banques centrales ne suffisent pas à sauver le marché et qu'il y a une perte de la confiance, parce que finalement, oui, injecter des liquidités, c'est bien, mais derrière, on a une perte de la confiance. En bout d'un moment, ça mène à quoi d'injecter des liquidités? Ça n'a pas de sens si ça ne reflète pas les fondamentaux. Pour vous donner un parallèle, lorsque la Fed a injecté des liquidités, déjà, ils ont fait ça de manière, ça a été un peu pardonnez-moi l'expression, mais des guignols, dans le sens où on a un calendrier économique. Vous voyez, on a un calendrier économique et les banques centrales sont censées intervenir à l'intérieur de leur calendrier économique. Là, elles étaient tellement prises par la panique qu'elles sont intervenues en dehors de leur calendrier économique, en disant on va injecter des liquidités par-ci, puis elles se sont même pas concertées entre elles au début quand ça a chuté. Hein. Elles se sont même pas dit très bien, attends, je vais appeler la BOJ, je vais appeler la BNS, je vais appeler la Fed, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ce serait bien d'injecter en même temps des liquidités sur le marché. Non, elles sont sorties complètement hors de la calendrier. Parfois, c'était à 2 jours. Hein, la Fed était censée parler dans 2 jours. Elle a préféré injecter des liquidités. Et on a bien vu la première fois que quand les banques centrales ont injecté des liquidités, les opérateurs n'en ont pas voulu. Ils n'en voulaient pas de liquidités. Les marchés ont chuté. Donc, au bout d'un moment, on a quand même injecté. Là, la Fed a dit bon, je passe en mode QE illimité, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Donc là, ça a redonné un coup de fouet du PEPS. Mais pour vous montrer qu'en fait, à un moment donné, dans cette chute, en fait, on a eu une perte de la confiance. Et ça, c'est dramatique, en fait, d'avoir une perte de la confiance des investisseurs aux institutions, enfin, à nos institutions, étant donné que on se raccorde à elles pour tenter de nous sortir de ce marasme. Et derrière, s'il y a une perte de confiance, eh bien, on pourrait de nouveau avoir une dégringolade. Donc là, en gros, ce serait une prévision moyen-long terme si on avait finalement une nouvelle vague de baisse, tant attendue par de nombreuses personnes. On pourrait avoir la formation d'une épaule, tête-épaule, sur l'indice SMI, mais aussi sur l'indice S&P 500. Je vous invite à aller voir après ce webinaire. On a plus une ligne de coup ici qui est orientée à la baisse. Là, on voit qu'elle est plutôt bien. Si on prend le point ici qu'on trace, sur les mèches, elle est plutôt horizontale. Sur les S&P, elle est plutôt orientée à la baisse. Mais voilà, on a potentiellement une figure, pour pas l'anticiper non plus. Et derrière, ça permettrait en fait d'aller chercher les 50% de récession, puisqu'une récession, comme je vous l'ai montré, pareil, reprenez le S&P, le CAC 40, le Dow Jones, vous verrez qu'à chaque récession, on a perdu entre 45, 50, voire 60%. Et que pour le moment, les bourses sont arrêtées à 32%. Et que si c'est un rebond technique et qu'on aura une nouvelle vague baissière, on pourrait aller chercher de nouveau plus bas. Enfin, pour terminer ce webinaire, bien sûr, on va s'intéresser à la corrélation entre l'euro CHF. Et on voit que c'est un véritable problème, que ce soit même pour les Suisses, même pour les Français, puisque le franc suisse est véritablement très fort. Il s'apprécie quasiment de jour en jour, et ça pose un problème à la BNS et aussi aux commerçants. Mais on constate ici, encore une fois, les parallèles, si vous voulez. En fait, quand je vous expliquais qu'on était en fin de cycle économique, qu'on était en surchauffe, en fait, on l'est depuis 2018. Puisqu'ici, c'est la croissance de la zone euro qui se dégrade. Et en fait, si vous voulez, c'est la corrélation de la zone euro avec le franc suisse. Et donc, on prend les PMI manufacturiers. Donc là, on a eu les PMI manufacturiers de la zone euro qui sont tombés, il me semble, en début de semaine ou semaine dernière. Bon, on était au tapis, c'était catastrophique, plus bas historique depuis que l'indicateur a été créé. Donc, on est en récession. On est en récession dans la zone euro. Et partout dans le monde d'ailleurs. Mais on voit que les PMI commençaient déjà à se dégrader et que l'euro CHF, lui, eh bien, se renforçait. Donc, ce qui montrait déjà, on avait des indicateurs qui nous disaient qu'on était déjà en fin de cycle et que derrière, on avait en fait les banques centrales. C'est ça qui était intéressant, c'est que les indices montaient, mais l'euro CHF nous disait attention, la zone euro faiblit. Donc, pareil, faire des corrélations entre le forex et les indices pour voir que les marchés, en fait, évoluaient tout simplement en trompe-l'œil. D'où l'importance des corrélations dans ce graphique-là. Et donc les PMI, plus les PMI chutaient, et bien plus l'euro chutait lui aussi et le franc suisse s'appréciait. Et effectivement, depuis 2018, si on prend le graphique de l'euro CHF,
ben, on n'a pas attendu le Covid pour que le franc suisse se renforce autant, hein. C'est la dégradation de l'économie de la zone euro qui montrait qu'on était en fin de cycle économique et que le franc suisse, depuis 2018, se renforce de quasiment 12%. Ça commence à devenir un véritable problème. Je voyais même des articles disant la BNS doit-elle réinstaurer un taux plancher parce que bientôt la parité, exactement. C'est possible. Et là, dans ce graphique, on voit qu'on est sur un niveau de support, mais que la dynamique de fond est complètement baissière et que actuellement le dernier rempart, pour moi, c'est cette zone-là. Comme je vous disais, c'est de travailler les zones. Là, je me suis mis sur une zone hebdomadaire sur le Forex et j'essaye d'analyser les grosses zones pour essayer d'intervenir sur des niveaux clés, étant donné qu'on profite de cette volatilité. Et là, on s'approche quasiment, voilà, c'est les 1,05, 1,0450. C'est un gros niveau technique. On a eu toutes ces mèches, vous voyez, ici. Et on voit que le marché, si on se met en daily, ici, on voit que le marché a énormément travaillé, qu'on a une énorme zone. Et c'est le dernier rempart. Et là, on se dit, si ça casse, honnêtement, l'euro pourrait poursuivre sa dégringolade. Et si les fondamentaux et la reprise économique n'est pas rapide et que les PMI ne remontent pas, on est encore sur un franc suisse qui risque de s'apprécier. Pour le moment, je ne suis pas du tout haussier sur cette paire de Forex, je suis même complètement baissier. On arrive proche d'un niveau technique très intéressant. On pourra éventuellement parler de reprise si on franchit les 1,0630. Vous voyez, c'était l'ancien creux de marché ici qu'on avait tapé sur mèche et en 2017. Donc, éventuellement parler de reprise au-dessus de ce niveau-là. Mais voilà, le franc suisse, pareil, ça fait partie des actifs à surveiller en période de volatilité parce que c'est une valeur refuge. C'est comme le yen japonais, c'est des actifs, les investisseurs en période d'aversion au risque, eh bien, se dirigent sur les actifs défensifs comme le franc suisse actuellement. Et la zone euro est complètement au tapis avec le Covid-19. De ce fait, eh bien, l'euro dégringole depuis quand même 2018 et l'euro pourrait continuer de dégringoler si on avait bien sûr une chute derrière des indices. Et donc, pareil, quelques recommandations pour trader en 2020, faire le parallèle et le corrélation avec les fondamentaux comme on a pu voir ici avec les PMI. On voit qu'il y a quand même une corrélation des PMI de la zone euro avec l'euro franc suisse et les valeurs refuges. Potentiellement se positionner sur le gold, sauf si on a voilà, un risque de sell-off à cause de la chute des indices, ou sur le yen japonais, hein, on prend l'euro face au yen japonais, l'euro face au yen japonais vient encore une fois d'inscrire un plus bas annuel et est en chute libre. Donc pareil, savoir se diversifier son portefeuille ou trader en fonction de la volatilité et en période de stress, peut-être aller sur les actifs refuges comme on a pu le voir, le franc suisse, le yen japonais et bien sûr la valeur refuge par excellence, c'est le dollar. Donc, on a vu surtout que le dollar a explosé quand les indices ont chuté parce que c'est la valeur refuge par excellence. Sur ce webinaire, eh bien, touche à sa fin. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, ou des interrogations, ou des concepts que j'ai évoqués dont vous n'avez pas forcément bien compris, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Merci Joyce pour cette présentation. Évidemment, vous avez encore quelques minutes pour envoyer vos questions. D'ailleurs, votre présentation, Joris, les slides et la vidéo, normalement seront... alors les slides, je sais pas, Joris, si tu veux les partager, mais la vidéo de l'enregistrement de la présentation se retrouvera sur les réseaux sociaux de IG. Donc, n'hésitez pas à reprendre les adresses que je vous ai montrées en présentation. Et Joris, est-ce que tu partages ta présentation, ton PDF? Est-ce qu'elle est accessible? Alors, en général, je poste plutôt la vidéo. Après, je peux toujours éventuellement le partager.
pourquoi Voilà, pas. ouais, donc on Mais retrouvera la en vidéo. général, c'est la vidéo qui est disponible. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Donc là, si vous voulez discuter avec moi sur ce webinaire, sur ce thème, eh bien, je réponds à tout le monde, hein, que ce soit le money management, que ce soit les concepts boursiers ou sur la partie graphique. Si vous avez des questions sur les figures chartistes, n'hésitez pas après ce webinaire ou dans les jours qui viennent à venir me voir pour échanger. Je réponds bien sûr à tout le monde, étant donné qu'on vit une période compliquée et très intéressante en bourse. C'est très important de bien se former et de faire ses armes pour aborder le marché de façon un peu plus sereine, on va dire. Excellent, merci à toi, Joris. Merci encore à vous tous. Petite question là qui vient de tomber au sujet des effets de levier. Alors sachez juste, monsieur, et pour les autres, que l'effet de levier, c'est l'équivalent de la marge chez IG Bank, et la marge est fixée par la société, par IG Bank. Donc vous n'influencerez votre position qu'en jouant sur les tailles et les contrats que vous prendrez. La marge est fixe, elle. Voilà. Et pour enchaîner, Joris et à tous les participants, je vous invite à répondre au petit questionnaire qui vous sera envoyé à la fin de cette présentation. Lorsque vous fermerez la fenêtre, vous aurez petite enquête pour toujours en savoir plus sur vos attentes, sur la satisfaction que vous avez par rapport à cette présentation, s'il y a des choses, des points que nous pouvons arranger, améliorer. Évidemment, n'hésitez pas à nous le faire savoir à travers cette petite enquête. Également des thématiques que vous souhaitez aborder. Voilà, c'est toujours important d'avoir votre avis pour qu'on puisse avancer et améliorer nos présentations toujours. Si, Joris, tu veux rajouter quelque chose? Alors, je vois que j'avais une question concernant l'effet de levier. Effectivement, en fait, l'effet de levier va dépendre du risque que vous prenez, hein. Ça va être, comme je disais, en général, on recommande de risquer en moyenne entre 1% et 0,5% de votre capital. Donc, sur un capital de 10 000 euros, si vous risquez 100 euros, vous êtes sur un effet de levier qui va être en adéquation avec votre stratégie. À partir du moment où vous misez plus, je sais pas, vous êtes acheteur du CAC 40 à 5000, je prends un exemple, même si le CAC n'est pas à 5000, mais à 5000 et vous passez votre stop à 5900, et tout va dépendre. Ensuite, le levier, ça va être la différence, ça va être les 100 points de différence. Donc, si pour il y en a un qui va jouer à 1 euro le point, et d'autres, ce sera à 5 euros le point. Donc, ça va être ça le levier. Si vous misez 500 euros pour un écart de 100 points, donc vous allez être à 5 euros le point, alors qu'une personne sera à 1 euro le point. Donc là, vous allez risquer entre 5% de votre capital, le de 1%. Donc en fait, le levier dépend en fait du pourcentage que vous êtes prêt à perdre. Enfin, ça va être le pourcentage de risque que vous êtes prêt à investir pour ce trade-là. Donc en général, on recommande d'essayer de dépasser les 2%. Hein. Certains traders font entre 0,5%, 2, certains vont un peu à 5, mais après, ça va dépendre de votre capital, bien sûr, et de comment vous voyez le trading. Hein. Quelqu'un qui va avoir 200 000 euros de capital ne prendra pas les mêmes risques que quelqu'un qui trade avec 1000 ou 2000 euros de capital, bien évidemment. Donc, après, c'est à vous d'adapter, bien sûr, le money management et votre gestion de risque en fonction de votre capital et de votre profil surtout. C'est une question assez compliquée à répondre parce qu'un scalper va faire 30 trades, imaginons, dans la journée. Et un scalper va pas, sur ses trades, risquer 1% sur chacun de ses trades. Vous voyez, parce que c'est trop de risques. Il va plutôt miser 0,10% sur chacun de ses trades. Ce qui fait que dans la journée, il aurait quasiment... il va se fixer en fait une perte max journalière. Donc tout va dépendre en fait de comment vous gérez votre risque. Un trader intraday ou un scalper, il va se fixer une perte par trade et une perte max journalière. Donc, si sa perte max journalière, c'est 1%, il va s'autoriser, en gros, à trader, à prendre 10 trades à 0,10% de son capital.
Et si ces 10 trades sont perdants, eh bien, il aura atteint sa perte max journalière qui, elle, est de 1%. Vous voyez, on peut créer plein de schémas en fait comme ça dans le money management qui s'adaptent en fait en fonction de votre profil, si vous êtes sur de l'intraday, du scalping ou du swing trading. En tout cas, merci pour vos commentaires dans le chat. Ça me fait vraiment plaisir que cela vous ait plu. Et bien, j'espère vous retrouver très bientôt, en tout cas, pour un nouveau webinaire aussi pertinent, que ce soit sur les marchés boursiers et surtout dans une période assez compliquée qui n'arrive pas tous les ans et qui demande voilà, beaucoup de préparation pour affronter des marchés aussi dangereux, on va dire, et irrationnels. Donc, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, peut-être au cours des prochains mois, pour débattre à nouveau sur la dynamique des prix sur les marchés financiers qu'on est en train de vivre actuellement et la potentielle récession à venir. Parfait, merci encore Joris, merci à vous tous pour avoir pour nous faire honneur de votre présence et puis bonne fin de confinement, je l'espère à tous et à très bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à revenir vers nous et n'oubliez pas la petite enquête à répondre. Voilà, merci encore, excellente soirée à vous tous. Merci à vous, très bonne soirée, au revoir.